Bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous mensuel avec le monde de l'entreprise. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec mon confrère de l'Écho, Paul Gérard. Bonjour Marie-Noël. Et bonjour à toutes et tous, le Big Boss. Aujourd'hui, c'est la Big Boss, c'est Dominique Leroy. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Bonjour. Vous êtes patronne de Proximus, dans une société de 14 000 employés, un peu plus que ça. Et vous êtes basé à Bruxelles, et vous êtes aussi bruxellois. Donc, quand même le signaler, c'est pas toujours le cas. Depuis toujours, vous êtes né à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles, j'ai toujours vécu à Bruxelles, je fais mes études à Bruxelles, mes enfants font leurs études à Bruxelles, donc je suis une vraie bruxelloise. Pur jus. Et même un peu Zinneke, vous me disiez. Oui, j'ai une maman néerlandophone, j'ai un papa wallon, et je suis née à Bruxelles, donc à Bruxelles on appelle ça des Zinneke. Voilà. Alors, des femmes PDG d'entreprise, c'est assez rare. Des femmes PDG d'entreprise comme celle de Proximus, de la taille de Proximus, c'est même rarissime. Est-ce que c'est regrettable qu'il y ait peu de femmes à votre niveau ? Je pense que c'est quelque chose qui est occupé à changer. C'est vrai que j'ai souvent été un peu pionnière dans ma carrière en tant que première femme responsable d'un département ou directeur, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je pense que je suis la seule dans le Bel 20, à être à la tête d'une société du Bel 20. Mais dès que vous sortez du Bel 20, il y en a d'autres. Et donc j'espère que d'ici quelques années, on verra qu'effectivement les femmes qui sont arrivées à percer petit à petit vont aussi pouvoir prendre la direction de grandes sociétés. Donc je pense que c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est l'évolution et je vois surtout le futur positif avec probablement une meilleure balance entre femmes et hommes à la tête de grandes entreprises. De féminisme là. Oui, peut-être un petit peu, mais je pense que c'est le reflet aussi de notre société. On a des hommes, on a des femmes, on a des talents des deux côtés. Et je dis souvent, quand on voit aujourd'hui les gens qui sortent de l'UNIF, il y a plus parfois de femmes que d'hommes, et dès qu'on se retrouve dans le monde de l'entreprise à un certain niveau, les femmes disparaissent. Et donc je pense que c'est dommage, je pense qu'on gâche des talents, et je pense que quelque part, c'est aussi aux femmes elles-mêmes à vouloir prendre l'initiative et à effectivement peut-être assumer la combinaison entre une vie de famille, une vie professionnelle, qui n'est pas facile, mais je pense que ce n'est pas facile pour les hommes non plus. Et je pense qu'il ne faut pas stigmatiser comme ça la différence entre les femmes et les hommes. Et souvent, je dis, le jour où on demandera à un homme comment est-ce qu'il fera pour avoir une position de CEO dans une entreprise et gérer ses enfants, peut-être qu'on aura gagné l'égalité. Voilà, message reçu. Alors, rien de tel pour parler d'une entreprise que de voir en image que ça donne. Voici donc le portrait de Proximus, c'est parti. Avec ses 2 tours et son drapeau flottant au vent dans le quartier nord, le paquebot Proximus est un des bâtiments emblématiques de la capitale. À l'intérieur, une véritable fourmilière. 6000 personnes attachées aux ressources humaines, à la comptabilité ou encore au marketing du premier fournisseur belge en télécommunications. Une des dernières entreprises publiques autonomes. Proximus, c'est 53% l'État belge, le reste étant ce qu'on appelle floating et coté en bourse en fait, est disponible pour n'importe quel acheteur voulant avoir des actions Proximus qui se trouvent sur le marché. Pour mieux comprendre de quoi on parle, direction le Sablon. C'est ici que se trouve le centre de supervision de Proximus. 65 ingénieurs se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour contrôler le réseau de l'opérateur sur l'ensemble de la Belgique. On couvre 99% de la population en téléphonie mobile, on couvre 99,7% de la population en Internet fixe. Et en TV, quasiment 95% de la population. Donc on couvre l'ensemble du territoire avec l'ensemble de nos produits. Un centre qui doit gérer 1 million d'alertes par an et les résoudre. Car le core business, le métier de base de la société, c'est l'entretien du réseau. Nous sommes à Kuckelberg. Cette équipe d'ingénieurs spécialisés en télécommunications tente de comprendre pourquoi une dizaine de ménages sont en dérangement. Des chantiers comme celui-ci, Proximus en gère 80 chaque jour, rien que sur Bruxelles. Un métier qui évolue. D'ici 2018, les câbles en cuivre auront totalement cédé la place à la fibre optique. On arrive maintenant avec le VDSL à des vitesses de 50 mégas chez le client. Typiquement, ça c'est vraiment l'avenir, c'est la fibre optique. 80% du chiffre d'affaires de Proximus est réalisé aujourd'hui avec des produits qui n'existaient pas il y a 20 ans. En ligne fixe, Proximus, c'est 2 800 000 clients. En Internet, 1 800 000. En télévision, 1 700 000. Et en téléphonie mobile, 5 700 000 clients. Un marché où la concurrence est rude.
On a bien sûr les opérateurs, je ne sais pas si je dois les citer, donc des VOO et des Télénet, mais au-delà de ça, on a une concurrence qui est peut-être plus indirecte au départ et qui vient au travers de ce qu'on appelle les OTT, donc les applications, mais également au travers simplement des devices. On peut avoir des applications en direct sur les appareils, ce qu'on appelle les devices, qui peuvent court-circuiter certains de nos propositions, nos abonnements, etc. Le changement de nom de l'entreprise en juin 2015 marque la volonté de la direction de retrouver la croissance. Plus de 15 millions sont investis dans la transformation de Belgacom en Proximus avec succès. Au niveau de la marque, on a vu les indicateurs de marque simplement grimper très vite. On a vu les ventes tout de suite bouger. Et donc du coup, on pensait être en croissance seulement d'ici 2 ans. Et après 1 an, on est déjà en croissance alors qu'on a connu vraiment des années de vache maigre, quelques années de vache maigre. Donc on vit vraiment une belle histoire. Une belle histoire qui va probablement connaître un nouveau chapitre, la privatisation. Alors votre directrice du marketing parle d'une période vache maigre révolue. On l'a compris quand même, la concurrence est rude. Alors est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste chez Proximus ? Mais je pense que c'est aussi beaucoup dans ce qu'on appelle parfois le belief, ce qu'on croit. Par le passé, on avait une entreprise qui était en décroissance et quand on faisait les plans, on faisait de la décroissance. Et donc ici, on est arrivé à renverser, si vous voulez, la vapeur et à faire en 2005 une année où on va faire de la croissance, même plus tôt que ce qu'on avait prévu, puisqu'on avait au départ prévu en 2016 et on va la faire déjà en 2015, pardon. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir effectivement faire en sorte que ce ne soit pas une seule année, mais que ça puisse continuer dans le futur. Je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas faciles. Il y a la concurrence, il y a le roaming qui disparaît, qui va quand même aussi impacter beaucoup plus des petits pays comme la Belgique que des grands pays comme la France et l'Allemagne. Donc tout ça sont des choses auxquelles il faut faire face, mais je pense qu'on a les ressources en interne et il faut trouver l'énergie, l'innovation, la qualité du service pour nos clients qui font que même peut-être dans un domaine où on a un peu plus de concurrence, plus d'adversité, de pouvoir continuer la croissance. Et en tout cas, c'est ce que, sans vouloir dévoiler les plans des années futures, parce que je ne peux pas, étant une société cotée, notre objectif est clairement de continuer sur la voie de la croissance pour le futur. Eh bien, que ça veut dire en termes de chiffres? Voyons d'un petit peu d'où vient, j'allais dire Belgacom, désolé, ça arrivera. Ça peut arriver. D'où vient ça veut dire que madame n'a pas bien travaillé alors. Mais disons que ça doit encore un peu rentrer dans la tête des uns et des autres, sans doute, en tout cas la mienne. Alors, de 2009 à 2014, soit sur 50 ans, le personnel a baissé de plus de 2600 personnes. C'est pas rien, je crois que ça fait 16%. Le chiffre d'affaires n'a pas évolué, donc la croissance du chiffre d'affaires elle n'est pas forcément encore très visible à ce stade. Et le bénéfice net, lui, a franchement reculé de pratiquement un tiers. Et encore, les années seraient plus défavorables que 2009, comme point de comparaison. Pourquoi ce recul de la rentabilité de la maison ? Mais je pense qu'il y a eu beaucoup aussi en termes de régulation. Il y a d'une part les prix qui ont fortement baissé. On offre de plus en plus de produits à des prix qui sont de plus en plus concurrentiels. Alors parfois les gens ne le voient pas nécessairement dans leurs factures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notamment la consommation par exemple de données mobiles double chaque année. Donc les gens consomment en moyenne 2 fois plus de données mobiles, ce qui du coup pour nous pose un grand défi de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de capacité dans les réseaux. Mais même si les gens consomment 2 fois plus de données mobiles, souvent leur facture n'a certainement pas doublé. Elle est restée la même et dans le mobile elle a baissé. Donc ça veut dire qu'on offre de plus en plus de choix, de plus en plus de contenu, de plus en plus de minutes ou de mégabytes comme on dit dans notre métier. C'est ce qui vous sauve aussi, non ? Le fait qu'il y ait plus de données mobiles qui soient consommées un peu partout, un peu tout le temps, c'est ce qui a permis à Proximus de... Oui, donc je pense que c'est bien, je pense que c'est l'évolution du métier. Donc les données mobiles, on en consomme plus. Par contre, on utilise beaucoup moins la téléphonie fixe. On utilise aussi moins la téléphonie mobile. On a des Facebook Messenger, des WhatsApp, des choses comme ça qui remplacent aussi de plus en plus la téléphonie. Donc on est confronté quand même à un mix de produits qui n'est pas toujours facile à gérer, avec des produits qui étaient anciennement les produits phares de l'entreprise, qui est la téléphonie, principalement fixe, parfois mobile, qui de plus en plus est remplacée par de l'Internet, par du data, et où effectivement ça demande quand même beaucoup d'efforts, d'investissement pour pouvoir faire face aux demandes, et parfois aussi une concurrence qui devient de plus en plus rude. D'où la baisse de la rentabilité. Qui vous fait peur aujourd'hui? Parce que vous citez WhatsApp, enfin, et toutes des applications comme celle-là. Ce genre d'application ou Telenet Vlaanderen, qui fait une percée phénoménale en Flandre et où vous êtes très peu présent?
Alors c'est clair que Telenet a pris beaucoup de place en Flandre et je pense que là on a plus une opportunité parce que comme on est un challenger, quand on est challenger, on a plus de chances de gagner des parts de marché que quand on est un opérateur plus important. Donc je crois que là on doit pouvoir se battre à armes égales et ça la législation commence un petit peu à changer, à s'adapter pour qu'on puisse travailler à armes égales. Je crois qu'à terme ce qui va vraiment être compliqué c'est comment est-ce qu'on va effectivement faire face à des toutes grandes sociétés comme des Microsoft, comme des Facebook, qui ont des moyens énormes, qui s'adressent au monde entier et qui de plus en plus en fait s'adressent aux jeunes. Qui n'ont pas géré les réseaux, donc ça c'est un petit peu le paradoxe, c'est qu'ils ont besoin de nos réseaux pour pouvoir fonctionner, qui ne payent pas l'usage sur les réseaux. L'usage est payé. Non, l'usage est payé par nos consommateurs, à nous. Mais par contre, ils sont souvent des alternatives par rapport aux produits classiques. Ça, c'est la grosse concurrence pour les Je pense qu'à long terme, c'est ça vraiment le défi. C'est de voir comment on peut garder effectivement une relevance importante dans le marché avec, je dirais, des réseaux qui coûtent très cher, qui sont indispensables pour que tout fonctionne, mais souvent des jeunes qui sont plus accros à la marque de leur GSM, aux applications et beaucoup moins finalement au réseau. Et je crois que ça c'est le défi auquel on est confronté, c'est de redonner de la valeur au réseau. Un petit mot quand même sur la télévision, parce que Proximus, c'est aussi Proximus TV, anciennement Belgacom TV, lancé par votre prédécesseur Didier Bellens. Se porte bien la télé chez Proximus ? La télé se porte bien et elle se porte de mieux en mieux. Je pense qu'on a dû apprendre aussi le métier de la télé, ce n'était pas notre métier de base non plus. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à une qualité de télévision qui est très bonne. On a aussi beaucoup investi dans le contenu. On a aujourd'hui par exemple une offre sportive qui est très très large. On offre la NBA, on offre la Ligue espagnole, la Ligue française, la Ligue italienne, enfin bon, toute une série de sports au niveau football local en Belgique avec la Champions League, la Jupiler League, la D2, qu'on appelle Proximus League. Un bon média. Un bon contenu. On a de plus en plus de vidéos on demand. On a des séries qu'on appelle Movies et Series Pass. On a des Kids Pass. Et donc je pense que la télévision, c'est d'une part la stabilité, la qualité de l'image, mais c'est surtout aussi le contenu. Et là, je pense qu'on a une approche assez différente de nos concurrents. On a une approche où on se dit on veut pouvoir offrir un contenu le plus varié possible, au prix le plus attractif possible à l'ensemble de nos clients. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, qu'on a fait un partenariat avec Netflix, où on est en Belgique les seuls un peu forcé, à l'offrir. Non ? Un peu forcé. Non, c'est un vrai choix. De notre part, c'est un vrai choix dans la mesure où on s'est dit si les consommateurs veulent Netflix, eh bien offrons-leur la possibilité de le voir de manière simple sur leur télévision en poussant sur un bouton de leur télécommande et pas sur le web, sur leur PC, parce que ça rend les choses quand même beaucoup moins conviviales. C'est comme plus agréable de regarder un film ou une série ensemble avec des amis, avec la famille, sur un grand écran. Donc quoi, Didier Bellens avait un chouette choix stratégique avec leur cube. Absolument, non, je crois que et on le voit d'ailleurs dans le monde entier, dans l'ensemble des opérateurs en Europe et ailleurs, offrent de plus en plus la téléphonie, l'internet, la télévision. Et je pense que ça, c'est une évolution qui est normale et dans laquelle on a effectivement pris un virage assez tôt et qui porte ses fruits aujourd'hui. Alors, autre évolution dont on parle beaucoup ces derniers temps, Dominique Leroy, vous êtes bien placé pour le savoir. Proximus est une entreprise publique autonome, comme on dit. Elle est détenue à 53%. Par l'État fédéral. Cela vaut 5,4 milliards d'euros, estiment du moins deux banques d'affaires qui se sont penchées sur la question à la demande de l'État. On en a parlé récemment longuement dans l'Écho. Ces deux banques d'affaires, à propos de Proximus, recommandent à l'État à court terme de passer en dessous de la barre des 50%. Je cite, cela n'impactera pas le dividende, ou du moins qu'à la marge, et ça permettra à la société d'être soumise entièrement au régime des sociétés privées. Et puis à plus long terme, nous pensons, disent ces banques d'affaires, que l'État ne doit garder que 25 à 30% de Proximus. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Moi j'ai quand même souvent dit que je pense que ce qui est important c'est d'avoir un actionnaire stable, et je pense qu'ici on a l'avantage d'avoir l'État effectivement comme actionnaire stable. Personnellement je ne vois pas l'intérêt de descendre sous les 50% dans la mesure où finalement l'État perdrait le contrôle de l'entreprise. Pour gagner quoi ? Si demain il y a une grosse consolidation qui doit se faire, et c'est là où ils évoquent peut-être le cas de 25-30%, d'abord il faut que ça crée de la valeur, il faut que le marché se mette en mouvement, donc je ne pense pas que ça va se passer si vite, on ne sait jamais, ça peut parfois s'accélérer s'il y a un grand groupe, si Vodafone, Liberty fusionne ou s'il y a des choses qui se passent. Donc là, je n'ai pas de boule de cristal, mais tant que ça n'est pas le cas, je ne vois pas l'intérêt de perdre le contrôle. Mais donc diminuer malgré tout, 53%, passer à 50%, ça,
Vous y croyez? Non, Non plus. Personnellement, je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'il vaut mieux garder, si on veut être actionnaire, il vaut mieux garder une position majoritaire, avoir le contrôle de l'entreprise, ou alors plutôt décider de se dire je veux plus le contrôle, je vends le contrôle, je vais vers une participation de 25-30 parce qu'il y a effectivement un deal à faire au niveau international et parce que l'avenir d'une entreprise uniquement en Belgique est peut-être demain plus à l'agenda. Mais ça sera exclusivement le cas si le marché des télécoms commence à fondamentalement changer en Europe, et je ne pense pas que ce sera nous qui allons commencer ce genre de changement. Voilà qui devrait faire plaisir aux représentants du personnel. Hein. Les syndicats sont fort inquiets à entendre cette privatisation. Je vous propose d'écouter Luc Goupy de la CSC. Le gouvernement pourrait privatiser l'entreprise à tout moment. Et évidemment, il y a un grand questionnement qui est maintenant posé pour les travailleurs. Ce questionnement, évidemment, c'est quant à leur devenir. Que vont-ils devenir et quel est leur futur par rapport à cette privatisation éventuelle? Alors, ma question, évidemment, par rapport à cela serait que vont devenir les travailleurs dans leur continuité, leur garantie de travail, une fois le processus de privatisation enclenché? Est-ce qu'on peut toujours avoir la garantie d'emploi comme aujourd'hui et en tout cas une perspective d'avenir constructive pour les travailleurs et socialement respectable aussi? Alors, vous n'y croyez pas, mais malgré tout, vous pourriez y être poussé à la privatisation face à l'inquiétude de Luc Goupy. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Je pense que ma responsabilité et celle des partenaires sociaux, on est en dialogue continuellement, c'est de voir comment est-ce qu'effectivement on peut transformer l'entreprise pour qu'elle continue à être performante et pour qu'elle puisse du coup continuer à avoir un avenir. Je crois que là, on a une responsabilité collective. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses où, on l'a dit, on est confronté à une concurrence qui est de plus en plus forte, donc il faut qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut aller vers une certaine flexibilité dans le travail, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les métiers qui sont peut-être les métiers du passé puissent être diminués et qu'on puisse investir plus dans les métiers d'avenir, tout en effectivement conservant une entreprise qui puisse continuer à grandir et puisse continuer à avoir un avenir et de l'emploi. Donc moi, je privilégie toujours le fait de faire ça en ouverture, en transparence et en partenariat avec les syndicats. Et je pense que si on reste une société qui continue à investir dans le pays, il faut quand même savoir qu'on investit près de 950 millions d'euros chaque année d'investissement. Donc on est un des plus grands investisseurs dans le pays. Ces investissements nous créent de l'emploi, pas seulement l'emploi chez Proximus, mais aussi de l'emploi indirect. Non, parce que l'emploi baisse chez Proximus, mais on a vendu un certain nombre de filiales. Donc dans les chiffres que vous avez montrés, je pense qu'il y a plus de 2000 emplois qui sont liés à la vente, notamment de Telindus en France et de Telindus en UK. Donc si vous retirez ça, la baisse de l'emploi est moins significative que les chiffres. Elle reste réelle. Il y a toujours une baisse de l'emploi, oui, mais elle n'est pas de milliers de personnes. Et donc vous parlez de la modernisation qui pourrait entraîner, on va dire quand même, un changement dans les métiers. Ça veut dire disparition d'emplois alors aussi. Mais il y aura un changement dans l'emploi. Et donc ça fait déjà de toute façon un certain nombre d'années que c'est le cas. Donc il y a effectivement une demande auprès du personnel qui n'est pas toujours simple. C'est de continuer à évoluer avec les technologies. On forme les gens de manière continue. On investit près de 3% de la masse salariale en formation. Donc on fait beaucoup d'efforts de notre côté pour pouvoir former l'ensemble de nos employés aux nouvelles technologies. Voilà, à un moment donné, il faut voir jusqu'où les gens veulent bien continuer à venir avec nous. À ce propos, Dominique Leroy, est-ce que vous travaillez maintenant, comme ça a été dit à gauche, à droite, à un plan de réduction de l'emploi touchant plus particulièrement les seniors, les travailleurs de 55 ans ou 58 ans et plus? Est-ce que vous y travaillez en ce moment? Il y a des discussions avec les partenaires sociaux sur toute une série de possibilités, justement, pour accroître cette flexibilité, pour faire en sorte qu'on puisse faire évoluer l'entreprise. Et il y a divers scénarios qui sont à l'étude. Je ne peux pas en parler ici, parce qu'on commence vraiment on aura des discussions plus poussées avec les syndicats. On refait une convention collective, qui sont les choses. Mais là, classiques. vous êtes en train de nous dire oui sans le dire, quoi, en fait. Non, je dis que c'est certainement un des scénarios qui est regardé, mais il y en a d'autres. Et dans ce contexte-là, moi j'ai toujours partager ça avec les instances syndicales. Je ne veux pas partager ça avec les médias avant d'avoir discuté ça avec les syndicats. Ça, je pense que vous devez aussi ça accepter va commencer, et respecter. On a des discussions de ce qu'on appelle la convention collective de travail, qui est tous les 2 ans, on refait une convention collective. Mais qui porte notamment sur la diminution des seniors. Non, qui va porter sur flexibilité du travail. Il y a un cahier des charges qui a été remis par les instances syndicales avec un certain nombre de demandes. Il y a un certain nombre de demandes de notre part. Et puis voilà, on va discuter, on va voir comment est-ce qu'on peut se trouver avec toujours le même objectif, c'est d'arriver à continuer à faire progresser l'entreprise, à rester concurrentielle,
Mais on le sait, je ne l'ai pas caché, hein, on a une structure de coûts aujourd'hui qui est plus élevée que celle de nos concurrents en Belgique, mais aussi de nos concurrents dans les autres pays. Donc on doit regarder ensemble, de manière socialement responsable, comment on peut faire pour diminuer nos structures de coûts et être concurrentiel dans un marché qui est de plus en plus ouvert. Justement, les syndicats, les représentants du personnel soulignent aussi un manque de transparence au sommet du groupe Proximus. Je vous propose de réécouter le Goupi. À partir d'un moment où on définit que dans une entreprise, il faut faire des restrictions pour essayer de rééquilibrer une masse salariale par rapport à une compétitivité, ça devient très difficile si on n'a pas des référentiels sur lesquels on peut se baser. Alors on sait que ce top 200 est une partie importante de la masse salariale et donc on voudrait avoir plus de détails, ne fût-ce que pour savoir si c'est bien raisonnable. Voilà, alors votre salaire, il est publié, on sait qu'il est nettement moindre, il est toujours très élevé, mais moindre que votre prédécesseur. Vous comprenez la remarque? Mais ici, en dessous de vous, il y a comme un... Je crois qu'on respecte les règles de l'ensemble des entreprises. Il y a mon salaire est publié, le salaire de l'ensemble du comité de direction est publié. On publie aussi le salaire du fameux top 200 dont on parle, ils ont les chiffres. Globaux, et ils s'y retrouvent pas. On donne les chiffres globaux, mais on ne donne effectivement pas les chiffres individuels. Je pense qu'il faut quand même respecter un petit peu... C'est allé trop loin? Cette demande va trop loin selon vous? Je ne sais pas s'il y a des questions précises, moi je suis toujours prête à y répondre, donc à un moment donné, je n'ai pas de souci à voir quelles sont les questions que M. Goupi a par rapport à ça, on peut en discuter. Je ne vais pas aller donner les salaires individuels de chacun des top 200, je pense que ça ne serait pas bien et je pense que c'est pas ça non plus qui doit être la demande. Vous lui répondrez donc personnellement, si j'ai bien compris, à cette question. Absolument. Quelques images, vous qui êtes bruxelloise, vous avez évidemment été, comme tout le monde, surprise peut-être par les images qu'on va voir maintenant dans la ville. Peu de temps après les attentats de Paris, la région est passée au niveau d'alerte 4. On est repassé au niveau 3 depuis, mais les militaires, eux, ils sont toujours là. Alors, est-ce que vous avez revu plutôt les procédures de sécurité de Proximus en cette période? Oui, bien sûr. Donc, quand on passe à un niveau 4, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui est, on dit toujours, il y a un niveau d'alerte imminent, avec un risque imminent, donc par définition, il faut en tenir compte. Donc on a à ce moment-là effectivement renforcé les mesures de sécurité dans tous nos bâtiments à Bruxelles. Il y a un certain nombre de magasins qu'on a fermés pendant les premiers jours, pendant qu'on était en niveau 4. On a donné aussi à l'ensemble du personnel la possibilité de travailler à la maison. Donc tous ceux qui avaient la possibilité de faire du télétravail l'ont fait. Et donc on a finalement eu relativement peu de gens dans les fameuses tours Proximus. Je crois que le comité de direction était là. On a quand même voulu montrer l'exemple et soutenir les gens qui étaient présents dans les tours. Donc nous, on était tous là. Mais la majorité des personnes, en fait, ont été... on leur a demandé de pouvoir travailler de chez eux. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, on a toujours plus de gardes de sécurité chez nous. Ça continue, quoi. Par contre, l'ensemble de notre réseau de magasins a été réouvert. Mais pendant les premiers jours, quand on est revenu à niveau 3, on a toujours eu des gardes de sécurité supplémentaires qui sont passés. Donc je crois que la sécurité du personnel passe avant tout, la sécurité de nos clients passe avant tout. Donc c'est un peu effrayant, mais je pense qu'il fallait en passer par là. Oui. La société Proximus a aussi un rôle particulier en matière de sécurité, c'est qu'elle facilite ou non les écoutes téléphoniques, et on imagine que c'est devenu un dossier qui est remonté à l'agenda avec des demandes peut-être plus importantes, peut-être nous en dire un peu plus. Est-ce que depuis qu'il y a eu ces attentats et ces menaces, vous avez un surcroît de travail de ce côté-là, donc pour faciliter les écoutes téléphoniques par la police? C'est pas Proximus qui écoute. Oui, je ne peux pas donner de chiffres par rapport à ça, parce que ça c'est des choses qui sont confidentielles, mais c'est clair qu'on a une obligation légale de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes lorsqu'elles sont demandées par la police ou sous forme judiciaire. Et il y a effectivement dans des périodes comme ça, plus de demandes que d'autres périodes, mais je pense que là, effectivement, on est obligé de collaborer, mais je pense qu'on le fait aussi volontiers. Je crois que si on peut aider à retrouver des terroristes ou à localiser des terroristes, on doit le faire. Je pense que ça fait vraiment partie de nos obligations. Et on le sait, l'État, en fait, vous paye, c'est un service, mais qui est payant. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pouvez nous dire combien ça coûte ? Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, il y a effectivement eu une révision en plus de ces tarifs qui va être d'application maintenant. Il faut aussi quand même savoir que ça représente chez nous un nombre quand même important, quelques dizaines, une 2 dizaines de personnes qui font que ça. Des softwares qui doivent être adaptés pour pouvoir répondre rapidement aux questions. Et donc tout ça, ça a un coût, et qu'aujourd'hui il y a une révision effectivement des tarifs. Les tarifs qui vont être d'application, je pense, à partir du début de l'année prochaine, sont vraiment les tarifs où on fait ça
pas au prix coûtant. Et l'État paye maintenant? Parce qu'il paraît qu'à un moment donné... Alors, il y a eu beaucoup de soucis. Ils ont effectivement régularisé toute une série de factures fin 2015. Donc, on espère qu'avec la révision des tarifs, etc., les paiements seront un petit peu plus réguliers, parce que je pense que c'est pas bien que l'État donne le mauvais exemple à ce niveau-là. Alors, Proximus, pour les Bruxellois, c'est aussi des antennes GSM un peu partout dans la ville. Pour l'instant, on sait qu'il y a à peu près 7000 antennes, mais tout opérateur confondu. Vous avez une idée du nombre d'antennes qui appartiennent à Proximus ? Alors, je peux vous le dire sur le territoire, mais sur la zone de Bruxelles, non. Je pense qu'il faut aussi sortir un mythe, parce que les gens ont peur des antennes. Mais bon, toutes les études aujourd'hui montrent que le problème, si problème il devait y avoir, c'est souvent quand vous êtes loin d'une antenne. Parce que votre GSM à ce moment-là, il y a des radiations qui sont plus importantes quand vous êtes loin d'une antenne, parce que votre téléphone va vraiment émettre beaucoup d'ondes pour essayer de capter un signal. Vous avez ça quand vous êtes en voiture, par exemple. Si vous êtes en voiture, c'est un peu une cage de Faraday, et donc les antennes passent, les ondes passent difficilement, votre téléphone se met à chauffer. Si à ce moment-là, vous téléphonez longtemps, s'il devait y avoir un risque, ce serait à ce moment-là qu'il y en a. Si vous êtes proche d'une antenne et du coup vous avez une bonne réception, votre téléphone va émettre très peu d'ondes et normalement vous avez beaucoup moins de problèmes. Donc je pense qu'il faut à un moment donné... Il y a des mécanismes de toute façon qui ont été mis en place par rapport à ça au niveau de la région, etc. Les antennes ont été diminuées et c'est pour ça que le parc d'ailleurs est impressionnant. C'est important. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites dans l'installation de vos antennes ? Je pense que d'abord, il faut savoir que les normes de sécurité qui ont été imposées par la Belgique et la région bruxelloise sont largement supérieures, sont plus de 10 fois plus contraignantes que les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc je pense qu'on est très très prudent. Je pense qu'il faut aussi comprendre que les gens veulent avoir leur connexion partout. On veut pouvoir utiliser son mobile partout, on veut pouvoir utiliser Facebook, on veut pouvoir télécharger des vidéos, on veut pouvoir appeler nos clients. Donc dès qu'il y a une connexion qui est un peu moins bonne, on reçoit des plaintes. D'un autre côté, quand on veut mettre une antenne, on a toute une série de problématiques. C'est plus dur à Bruxelles qu'ailleurs ? C'est plus dur à Bruxelles qu'ailleurs, oui. Pour avoir les permis d'urbanisme, les permis d'environnement, c'est compliqué. Et il faut aussi se rendre compte qu'on parle beaucoup de la 5G. La 5G, c'est une densification du réseau, principalement pour demain des voitures connectées, des choses comme ça, qui devront avoir une connexion presque instantanée avec le réseau. Si vous avez une voiture qui roule en partie toute seule, si à un moment donné elle perd sa connexion, ça pose un vrai problème de sécurité. Et donc il va quand même falloir à un moment donné rebalancer la réglementation avec les besoins d'utilisation des gens et aussi des objets connectés comme les voitures, pour finalement que Bruxelles ne devienne pas une ville isolée, une capitale de l'Europe Message à la région qui souhaite vous taxer. Il ne faut pas taxer les pylônes non plus, parce que ça n'est pas bon pour l'innovation, et je pense que ça n'aide pas. Je crois qu'il faut vivre avec son temps, et il faut pouvoir effectivement faire en sorte que les entreprises puissent se développer et leurs bons moyens de connectivité, et tout ce qui peut faciliter ça va faciliter l'emploi, l'industrialisation de la région. Donc je pense que là, il faut trouver le bon équilibre. Dominique Leroy, merci d'avoir été notre invité dans cette émission. Merci Paul. Merci Marie-Noël. On se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt l'année prochaine. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.